Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mardi. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la deuxième séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité nationale, lancement de la Semaine nationale de l'action sociale à Ali Adé, lancée par la ministre des Affaires sociales, Mme Ousmane Aden. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé hausse le ton sur la gestion de vaccins. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement, Ismaël Omar Guelleh s'est tenu aujourd'hui, mardi, la deuxième séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient à l'ordre du jour. La première question est un projet de loi d'amendement de l'accord cadre de l'Alliance solaire. La deuxième question, un projet de loi portant sur le nouveau statut général des fonctionnaires. La troisième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en informatique et technologie de l'information du Centre de formation et de développement. Écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement, également ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 19 janvier 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant amendement de l'accord cadre de l'Alliance solaire internationale. La République de Djibouti est parmi les premiers pays membres de l'Alliance solaire internationale. Avec le développement efficace de la nouvelle organisation, les pays développés, en commençant par l'Allemagne, ont exprimé leur souhait de s'y intégrer et d'en devenir des membres à part entière, en dépassant le rôle du partenaire. Lors de l'Assemblée générale tenue annuellement, les États membres ont voté pour l'amendement de l'accord cadre de sorte à étendre l'adhésion à l'organisation des pays se trouvant en dehors des 2 tropiques. L'article 7 de cet accord fera donc l'objet d'amendements. Les paragraphes qui précisent le critère géographique entre les tropiques du Cancer et du Capricorne seront supprimés. Ainsi, l'adhésion sera ouverte à tous les États des Nations Unies souhaitant participer au développement de l'énergie solaire. La deuxième question est relative à un projet de loi portant nouveau statut général des fonctionnaires. Les conditions de rénovation du statut général des fonctionnaires répondent aux objectifs de veiller à préserver les droits acquis et aussi à développer de nouveaux outils favorisant l'attractivité d'une fonction publique compétente, responsable et pleinement au service de nos concitoyens. Ce statut général, donc avec les amendements inclus, vise à la modernisation et l'extension des droits individuels et collectifs des fonctionnaires, la responsabilisation des fonctionnaires et de leur hiérarchie, l'instauration de droits et de procédures favorisant l'activation de la performance de notre système de fonction publique. Et ce projet de loi révise en profondeur le statut général des fonctionnaires et entend promouvoir au travers de la réaffirmation et de la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires, l'efficacité de l'administration pour répondre aux attentes quotidiennes de nos concitoyens et contribuer fondamentalement au développement de notre pays. La troisième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en informatique et technologie de l'information du Centre national de formation et de développement. Ce projet d'arrêté vise à accorder au Centre national de formation et de développement Institut supérieur privé l'accréditation de l'une de ces formations. Il s'agit de la licence en informatique et technologie de l'information. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé des projets d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence au ministère de l'Enseignement de la supérieure et de la recherche. La dernière question est relative à un projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux une parcelle de terrain au profit de la société Soged. En fin de séance, les membres du gouvernement ont dénoncé avec force l'attaque sanglante du 14 janvier dernier perpétrée par des assaillants contre la brigade de gendarmerie dans la ville de Tadjoura.
présentant également leurs condoléances à la famille, aux proches, amis et aux frères d'armes du gendarme tué dans l'exercice de ses fonctions. Écoutons le porte-parole du gouvernement. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en énergie électrique du Centre national de formation et de développement. Ce projet d'arrêté vise à accorder au Centre national de formation et de développement, institut supérieur privé, l'accréditation de l'une de ces formations. Il s'agit de la licence en énergie électrique. La cinquième question concerne un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en électronique industrielle et automatisme du Centre national de formation et de développement. Ce projet d'arrêté vise à accorder au Centre national de formation et de développement institut supérieur privé l'accréditation de l'une de ces formations. Il s'agit de la licence en énergie électrique. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain au profit de la société Soged. Une parcelle de terrain d'une superficie de 7,1 hectares dans la zone de Balbala Sud a été attribuée à la société Soged à raison de 2000 francs le mètre carré. La société Soged est chargée de la réalisation de l'ensemble des voiries et réseaux divers et du remblai. À défaut de réalisation des travaux dans un délai de 2 ans à la société Soged sera déchue de tout droit sur la parcelle de terrain. À l'issue du Conseil des ministres de ce matin, le gouvernement a fermement condamné l'attaque que des terroristes ont menée contre la gendarmerie de Tajoura. C'est une attaque contre les institutions de la République et c'est donc une attaque contre tout le pays. Le gouvernement adresse également ses sincères condoléances à la famille du martyr et nous pensons qu'aujourd'hui la situation est sous contrôle. Dans le nord du pays, notre armée et nos forces de sécurité font un travail de ratissage pour pouvoir poursuivre, traquer les terroristes qui ont mené cette attaque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième séance du Conseil des ministres de ce mardi 19 janvier. Ce message de félicitations du président de la République à son homologue réélu ougandais, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier, lundi, un message de félicitations à son homologue réélu de l'Ouganda, M. Yoweri Museveni. Dans son télégramme de félicitations, le président Guelleh a souhaité succès et réussite à son homologue Museveni. Il a ensuite décrit la réélection du président ougandais intervenu dès les premiers tours comme gage incontestable d'adhésion majoritaire des ressortissants de ce pays autour du leadership politique en place dans leur pays. Nul doute, a indiqué le président de la République, que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier servira de dynamique nouvelle dans votre quête inébranlable à conduire votre pays et votre peuple vers davantage de progrès, de développement et de prospérité, a écrit le président Guelleh. Sous votre conduite éclairée, l'Ouganda contribue, à l'instar de la République de Djibouti, aux efforts de pacification et de stabilisation de la région, préalable indispensable à la réalisation d'une intégration économique durable dans cette partie du monde, s'est-il également réjoui. M. Yoweri Museveni a été déclaré vainqueur du récent scrutin présidentiel ougandais avec un score de 58,6% des voix exprimées. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui, mardi 19 janvier, la présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahmoud Ibrahim, qui lui a remis le rapport public général de l'année 2020. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la relation institutionnelle existant entre les deux institutions et répond également à une exigence légale incombant à la Cour des comptes de transmettre son rapport général annuel à la représentation nationale. Le président a également reçu le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme de son président, Saliban Omar Oudine, accompagné de son secrétaire général. La rencontre est axée sur l'analyse des droits relevant des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits catégoriels dits droits de solidarité. La visite s'inscrit également dans le cadre de la présentation du rapport annuel 2020 du CNDH au président
de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, la Semaine nationale d'action sociale 2021 dans le thème « Et pour une population plus résiliente » a été lancée à Ali Adé dans la région d'Ali Sabieh. Eh bien, une forte délégation ministérielle composée de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adan, le ministre de l'Intérieur, Moumini Ahmad Cheikh, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, les parlementaires de la région, le préfet, le président du conseil régional, le secrétaire exécutif de l'ONARS, la secrétaire générale de l'UNFD sont rendus donc au village de Ali Adé pour prendre part au lancement des activités de la Semaine nationale d'action sociale 2021. À leur arrivée sur place, la forte délégation gouvernementale ont été accueillis chaleureusement par la communauté hôte et réfugiée. L'édition 2021 de la Semaine de l'action sociale, co-organisée avec le secrétariat d'État à la décentralisation, a voulu donner une marque pour la population et le développement rural. C'est un pas vers le rapprochement des services aux populations les plus reculées. Cette cérémonie s'est poursuivie avec une visite guidée de certaines réalisations dans le cadre du projet Réponse au développement des impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique, un projet exécuté par l'ADDS et financé par la Banque mondiale. Eh bien, les nouveaux locaux de l'UNFD et l'antenne de la CPEC ont aussi été inaugurés. À cette occasion, plus de 4000 foyers améliorés ont été remis à la communauté villageoise. La journée a été aussi celle de l'encouragement des femmes et des jeunes, franges les plus faibles surtout, en cette période difficile de pandémie de Covid-19 dans leurs efforts pour s'insérer dans la vie économique en créant des activités génératrices de revenus. Pour le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le lancement de la Semaine nationale de l'action sociale lancée hier à Ali Adé est destiné donc à mettre en projecteur sur l'ensemble des actions sociales réalisées sur l'ensemble du territoire. Voici ses propos. Cette Semaine nationale d'action sociale intervient dans cette localité d'Ali Adé. Cette dernière a accueilli depuis des décennies tant d'hommes et femmes, d'enfants et vieillards, fuyant de guerres et de conflits. Les catastrophes naturelles ou les conséquences des dérèglements climatiques qui déracinent les socles socio-économiques de certains de nos pays voisins. Ces familles ont trouvé dans cette localité de notre pays réconfort et soulagement à travers des actions sociales organisées, fondatrices des valeurs, solidarité, d'accueil ou d'hospitalité, toutes djiboutiens auxquelles je tiens à rendre hommage. La semaine que nous lançons aujourd'hui tient à mettre tous les projecteurs sur l'ensemble de notre pays à travers les actions sociales organisées avec les régions, dans les régions et pour les régions, selon leurs propres spécificités. Il s'agit de mettre en exergue des actions sociales promises localement avec l'ensemble des partenaires et intervenants, des acteurs sociaux et regroupements communautaires pour créer des synergies et ainsi maximaliser nos résultats dans la lutte contre la précarité, la pauvreté extrême et l'exclusion sociale. C'est surtout une manière exemplaire de démontrer le fruit du partenariat et de collaboration scellé depuis 3 ans entre nos 2 départements, à savoir celui des affaires sociales et celui de la décentralisation. Nous avons compris, et c'est là dans l'intérêt de nos populations, que le partenariat et la solidarité dans l'action, la coopération et la collaboration dans nos programmations, nos planifications et la mise en commun de nos ressources diverses ne peuvent souder l'entente des acteurs de terrain au bénéfice de plus nécessité. Comme dit notre sagesse populaire, une seule main ne peut laver comme il faut le visage. Aussi, nous sommes convaincus
que l'unité dans l'action sociale est le socle fondamental sur lequel doit se construire la synergie autour des communautés responsabilisées et accompagnées pour prendre en main leur propre développement. Cette semaine nationale de l'action sociale constitue un vecteur fondamental en termes de développement pour aller dans la continuité de l'accomplissement de la tournée de proximité effectuée en février et mars 2020 par notre président de la République, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Elle nous permet de répondre de manière concertée et résolue à certains besoins exprimés par les communautés fières d'avoir dialogué directement, sans intermédiaire et sans filtre avec leur chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmad Cher, a souligné dans son intervention l'importance primordiale de la Semaine nationale d'action sociale, notant, a-t-il précisé, qu'elle reflète avant tout les valeurs de solidarité, synergie et de cohérence pour lesquelles le peuple djiboutien est célèbre. Il a rappelé que les activités de cette semaine sont conformes aux directives émises par le chef de l'État qui a fait la solidarité sociale comme l'un des piliers les plus importants de la politique publique à Djibouti. S'exprimant sur les projets lancés dans le cadre de cette occasion de la semaine, le ministre a affirmé qu'il vise à améliorer les conditions de vie de la population des réfugiés vivant à Holhol, Ali Adé et le camp Markazi. Dans son discours d'ouverture de la cérémonie devant ses pairs de l'intérieur de la décentralisation, devant une foule de grands jours, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rappelé l'essentiel de la politique de protection sociale dans son département, assure le pilotage d'une protection, a-t-elle dit, inclusive et qui ne laisse personne au bord de la route. Voici ses propos. Nous démarrons aujourd'hui notre semaine nationale de l'action sociale, une semaine de rappel des objectifs, des réalisations et des perspectives dans le cadre de la politique de protection sociale en République de Djibouti. Coordonnée et pilotée par le ministère des Affaires sociales, en étroite collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur, la politique sociale de la République de Djibouti a une vision centrée sur le capital humain, mis en œuvre à travers les actions diversifiées avec la synergie de multiples acteurs. L'État a un devoir de protection de la population contre toutes les formes de choc. À cet égard, il initie des programmes de réduction de pauvreté et de raffermissement de la résilience adaptés aux particularités des communautés. La crise liée à la pandémie du Covid-19 a mis encore plus en lumière la fragilité des communautés. Il faut rappeler que si cette protection sociale s'adresse à toute la population de Djibouti, elle est dirigée en priorité à la frange la plus vulnérable, dont les réfugiés qui bénéficient des mêmes droits que les populations nationales. Son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a voulu que cette protection soit, je le cite, inclusive et ne laisse personne au bord de la route. La pauvreté étant multiforme, la résilience doit aussi avoir la même vision en termes sectoriels et d'intégration. Elle touche notamment des infrastructures de base dans les secteurs de santé, de l'éducation, de l'eau, de l'énergie, le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des collectivités, la promotion d'activités génératrices de revenus, notamment en faveur des jeunes et des femmes, et le transfert monétaire de solidarité aux familles les plus vulnérables. Des réalisations ont été faites, elles sont exposées dans les stands au niveau du conseil régional. L'Agence djiboutienne de développement social, que je félicite et que j'encourage, qui est l'organe d'exécution de ces réalisations, avec l'appui inestimable des partenaires techniques et financiers, que je remercie vivement au passage. Cette population, ainsi que d'autres sur le territoire, sont totalement reconnaissantes de toutes les actions menées. Mais la journée ne se limitera pas seulement à ces présentations. C'est aussi une occasion pour encourager celles et ceux qui ont su saisir les opportunités pour sortir de la pauvreté, notamment les jeunes entrepreneurs, la mise en place de la caisse d'épargne et de crédit, les remises de certificats des jeunes réfugiés créateurs d'activités génératrices de revenus et pour les jeunes qui ont été touchés et affectés par le Covid-19 dans leur activité.
En bref et en image, l'ambassadeur de la République du Djibouti au Qatar, Daïb Doubad Roblé, s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Dr Ahmad Hassan Al-Hamadi. Au cours de la rencontre, les deux parties ont longuement examiné les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères et amis. Dans son allocution, le secrétaire général a félicité le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays au niveau le plus élevé et a œuvré ensemble pour consolider davantage ces relations. Pour sa part, l'ambassadeur Doubad s'est dit heureux de l'attachement et de l'engagement accordé par les plus hautes autorités de l'État du Qatar afin de raffermir notre coopération dans tous les domaines. Il a également exprimé son entière disposition à œuvrer pour le bien commun des deux pays. Était présent à l'entretien l'assistant du directeur des affaires arabes du ministère qatari des Affaires étrangères, Mohamed Ibrahim Al-Saïda, et de M. El-Tiré Mohamed Keït, conseiller à l'ambassade de Djibouti à Doha. Le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awali Ousmane, a reçu hier après-midi dans son bureau une forte délégation conduite par le ministre de l'Agriculture Omar Hussein. Les deux responsables ont évoqué tour à tour l'excellence des relations de coopération entre les deux pays qui se renforcent toujours davantage. La rencontre a été l'occasion de rappeler des relations historiques et profondes entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie dans le domaine de développement économique. Le maire de Djibouti-Ville, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, va lancer prochainement un programme de plantation de 8000 arbres dans la ville de Djibouti. Une équipe du secrétariat d'État chargée à la décentralisation s'est rendue successivement dimanche 17 et lundi 18 janvier dans la commune de Balbala, où elle était conduite par le secrétaire général Mohamed Issa Faraj, et dans celle de Boulaous et Razdika par le directeur de la décentralisation et de la déconcentration Youssouf Abdallah. À chaque étape, l'ordre du jour a porté sur l'approfondissement des échanges autour de la programmation 2021, soit celle de cette année, de la poursuite de réflexion sur l'extension également de la décentralisation budgétaire et de la fiscalité locale au profit des communes de Djibouti-Ville. Dans la suite des discussions entamées à la réunion des travail au ministère, l'équipe du secrétariat d'État chargé à la décentralisation a abordé avec les exécutifs des communes les voies et moyens de renforcer l'appropriation par ce dernier des projets exécutés dans leur commune par les ministères sectoriels. Dans le cadre de la politique de rajeunissement, les forces armées djiboutiennes ont procédé à un recrutement ciblé des jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Le profil recherché des jeunes djiboutiens spécialistes dans toutes les disciplines, allant de l'aide-soignant à l'ingénieur en informatique, en passant par le juriste, après les épreuves physiques et sportives, attestant l'endurance des jeunes, les candidats retenus ont été convoqués pour les examens médicaux authentifiant leur état de santé. Nul doute qu'un soldat apte physiquement et mentalement contribuera davantage et efficacement à la défense et au développement de son pays. C'est dans cet esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tôt ce matin à la piste de défilé derrière le camp Cheikh Ousmane, surnommé piste Tora Bora, après l'appel et l'identification de la personne sur présentation de sa carte d'identité nationale. Ces jeunes ont été regroupés par groupe de 20 à chaque atelier, tout en étant encadrés par les personnels du bureau de sport des forces armées djiboutiennes. La sélection de l'atelier était bien définie. Une fois l'identification effectuée, le candidat va subir une prise de sang en vue des examens biologiques, des tests de vue et la tension artérielle. À cet effet, pour un meilleur rendement, les forces de défense et de sécurité ont collaboré en parfaite symbiose. Débutés ce mardi, ces examens médicaux vont durer jusqu'au mercredi 27 janvier, suivant un planning défini. Le calendrier de convocation des candidats est affiché à l'entrée du stade Goulet et dans les différents arrondissements de la ville.
Ce calendrier indique la date exacte de passage des examens médicaux. Il est demandé à tous les jeunes dépositaires des dossiers de se présenter à la piste de défilé derrière le camp Cher Ousmane, surnommé piste Tora Bora. Toujours dans le cadre des festivités et activités commémorant les 20 ans d'existence de l'Université de Djibouti, les professeurs et étudiants de l'université ont effectué un test sanitaire pour le cardiaque, le diabète et une visite oculaire au sein de l'Université de Djibouti. À cette occasion, une tente a été dressée au sein de l'université qui regroupe les différentes spécialités. Cette visite sanitaire a pour objet de prendre soin de la santé des étudiants afin qu'ils puissent étudier en toute tranquillité et sans embrouille quelconque. Les professeurs et les étudiants se réjouissent de cette initiative des autorités de l'Université de Djibouti. Grâce à notre cher président de l'Université de Djibouti, nous a facilité les tâches, que tout était gratuit pour le faire, tous les tests. On a tout testé et ça nous facilite les tâches au lieu d'aller à l'hôpital, de nous prendre de l'argent. Je l'ai fait tous les tests en général, tout a été gratuit. Je salue aussi notre doyen de Mustafa Omar et notre président aussi. Et dans l'actualité internationale, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, fustige l'égoïsme des pays riches et les fabricants de vaccins. L'Organisation mondiale de la santé hausse le ton sur la gestion des vaccins contre le Covid-19. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prévient que le monde ferait face à un échec moral catastrophique si les pays riches accaparaient les vaccins au détriment des pays pauvres. Tedros Ghebreyesus estime que même si certains pays se veulent rassurants sur un accès équitable aux vaccins, ils donnent la priorité à leur propre accord avec les fabricants, faisant grimper les prix et essayant de contourner les files d'attente. Il a aussi indiqué que 44 accords ont été conclus en 2020 entre ces pays et les fabricants et au moins 12 signés depuis le début de l'année. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.